On raconte que Bruno Sulac était un gentleman cambrioleur, un Arsène Lupin 2.0, presque élégant dans l'illégalité, un homme qui braquait sans tirer, qui volait sans blesser, qui charmait autant qu'il effrayait. Sauf que ça c'est la légende. Et une légende, ça arrange tout le monde. Les journalistes qui ont besoin d'une icône, le public qui adore les rebelles au grand cœur, et même parfois les policiers qui préfèrent poursuivre un mythe plutôt qu'un homme. Mais derrière la silhouette romanesque et les braquages propres, il y a surtout un criminel qui a sévi pendant 7 ans. Un fugitif qui a traumatisé des employés, ruiné des vies, brisé la sienne et abandonné sa famille pour courir après une liberté qui ne cessait de lui échapper. Contrairement à l'image véhiculée par les médias, il n'a jamais été un héros, encore moins un Robin des Bois. Il a juste fait de mauvais choix jusqu'à s'enfermer lui-même dans une spirale dont il ne pouvait plus sortir. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vais vous raconter la vraie histoire de Bruno Sulac et ce que la légende créée autour de lui a essayé de nous faire oublier. En mai 1978, Bruno Jean Sulac a 22 ans et il sert depuis 2 ans dans l'un des régiments les plus prestigieux de l'armée française, le 2e régiment étranger de parachutistes de la Légion étrangère, basé à Calvi en Corse. C'est une unité d'élite, parachutisme, combat rapproché, mission de haute intensité. Seuls les meilleurs y sont affectés et il en fait partie. Sportif accompli, doté d'une mémoire exceptionnelle et d'une discipline de fer, Bruno excelle dans tout ce qu'on lui enseigne et accumule même les records, notamment en chute libre. Son engagement dans la Légion n'est d'ailleurs pas un hasard, c'est une tradition familiale, un héritage qu'il porte avec fierté. Son père, Stanislas Sulac, est un ancien légionnaire, un héros de guerre qui a combattu en Indochine dans les années 50 et en est revenu avec un bras en moins, mais bardé de décorations. Un homme dur et profondément marqué par son vécu militaire, mais très respecté, et en même temps, bonne chance à celui qui essaye de manquer de respect à un légionnaire. Pour Bruno, suivre les traces de son père n'était donc pas qu'une ambition, c'était une dette d'honneur. Il s'est d'ailleurs engagé sous le faux nom de Bernard Souchon, parce qu'à l'adolescence, il a été condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir volé une mobilette, mais la Légion accepte les hommes avec un passé trouble, surtout s'il s'agit de petits délits, et leur offre une nouvelle identité à condition qu'ils prouvent leur valeur, ce que Bruno a largement prouvé pendant ces 2 années. En ce mois de mai 1978, il obtient une permission pour un week-end, quelques jours de repos bien mérités après des semaines d'entraînement intensif. Toutefois, ses supérieurs sont clairs, il ne doit pas quitter la Corse, il doit rester sur l'île pour être à portée de rappel si besoin. Seulement, ça fait des semaines que Bruno n'a pas vu sa famille, et l'envie de rentrer à Marseille, ne serait-ce que pour embrasser sa mère, dont il est très proche, est devenue trop forte. Il se dit que personne ne remarquera son absence. Après tout, ce n'est qu'un week-end. Marseille, ça n'est pas si loin que ça. Et puis, ça ne changera rien. Il sera de retour avant même que quiconque se rende compte de quoi que ce soit. Il prend donc le ferry pour le continent, direction Marseille. Le samedi et le dimanche se passent tranquillement, entre repas en famille, et rires et retrouvailles. Bruno savoure pleinement ces quelques heures de normalité loin de la caserne. Malheureusement, le week-end terminé, c'est la catastrophe au moment de retourner en Corse parce qu'il rate le dernier ferry en partance pour l'île, puis le dernier avion. Bruno sait qu'il va être en retard et qu'une punition l'attend à son retour, mais il ne panique pas pour autant en se disant que quelques jours au trou, ça n'est pas si grave, il a déjà connu pire. Le lundi matin, il essaye donc d'appeler la caserne pour prévenir de son retard et s'expliquer, mais personne ne décroche. Étrange. Il réessaye plusieurs fois dans la journée, toujours rien. Et c'est à ce moment-là que Bruno allume la télévision et qu'il comprend le pourquoi de ce silence. Son régiment, le 2e REP, a été mobilisé en urgence dans la nuit de vendredi à samedi et envoyé au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, pour une opération militaire de sauvetage baptisée Bonite. Le 13 mai 1978, environ 4000 rebelles katangais ont pris d'assaut la ville minière de Kolwezi, située au cœur d'une région riche en cobalt et en cuivre. Ce faisant, ils ont massacré des centaines de civils, dont environ 170 Européens. Le président français Valéry Giscard d'Estaing a alors ordonné une intervention en solo. Le 2e REP a décollé dans la nuit du 17 au 18 mai depuis la base de Solenzara en Corse. Et le 19 mai 1978, 405 parachutistes ont sauté sur Kolwezi pour libérer les otages. 250 autres ont sauté le lendemain matin. Au terme de l'opération, plus de 2000 Européens ont été sauvés, mais 5 légionnaires ont été tués au combat et une vingtaine d'autres ont été blessés. Certains camarades de Bruno sont morts, d'autres sont revenus mal en point, mais de retour en France, ils étaient tous des héros. Et lui était absent, parti à Marseille, et pendant qu'il mangeait chez ses parents, ses frères d'armes se battaient au péril de leur vie. Pour Bruno, c'est un gros choc. Il n'a pas simplement désobéi aux ordres, il a aussi sûrement raté l'occasion de sa vie, celle de se couvrir de gloire, de prouver sa valeur au combat et de devenir un vrai légionnaire aux yeux de tous, à commencer par son père. Pire encore, au sein de la Légion, il n'est pas juste un soldat en retard, il est maintenant un déserteur, parce qu'en étant introuvable au moment où son régiment partait en opération de guerre, il a franchi la ligne rouge. Bruno sait que s'il retourne à la caserne, il sera immédiatement arrêté, traduit en cour martiale et condamné pour désertion. Son honneur, celui qu'il avait voulu préserver en suivant les traces de son père, vient de partir en fumée. Quant à son identité militaire, celle qu'il s'était construite à la sueur de son front, elle n'existe plus. Sa carrière, ses rêves, tout s'effondre en quelques heures.
Bruno Stulac, le brillant légionnaire parachutiste, vient de disparaître, et pour survivre sans identité, sans avenir, sans rien, il va lui falloir de l'argent. Beaucoup d'argent. Entre mai et octobre 1978, Bruno vit caché, dans la peur constante d'être arrêté pour désertion. Il change régulièrement de lieu, dort chez des amis, évite les contrôles de police et ne peut plus utiliser son véritable nom sans risquer d'être repéré. C'est une existence précaire et étouffante. Chaque jour ressemble au précédent. Bruno ne peut faire qu'attendre et se cacher. Il ne vit plus vraiment, il survit et surtout, l'argent commence cruellement à manquer. Sans identité légale, il lui est impossible de travailler, d'avoir un salaire ou juste de vivre normalement. Bruno se retrouve donc piégé dans une spirale dont il ne parvient pas à s'extraire. Mais il n'est pas seul dans sa galère parce qu'il a une compagne, Patricia, qui est d'ailleurs enceinte de leur premier enfant, une petite fille qui doit naître dans quelques mois. Une heureuse nouvelle qui rend toutefois la pression que subit Bruno insoutenable. Comment va-t-il subvenir aux besoins de sa famille s'il ne peut même pas sortir de la clandestinité? C'est à ce moment-là que cet homme, qui était jusque-là du bon côté de la barrière, prend une décision des plus surprenantes: braquer un supermarché. À court d'argent et désespéré, il s'associe à Yves Carillo, le mari de sa belle-sœur, qui est lui aussi dans une situation financière difficile, pour planifier un coup qu'il pense simple et sans risque, en ciblant un hypermarché mammouth à Albi dans le Tarn. C'est le 14 octobre 1978 que Bruno et Yves passent à l'action. Ils entrent dans le supermarché armés, mais Bruno a chargé son revolver avec des balles à blanc. Il ne veut prendre aucun risque de blesser ou de tuer quelqu'un dans un moment de stress. Dès le début, il s'impose une règle d'or: pas de violence physique, pas de sang, on prend l'argent et on s'en va. J'ai vu ma collègue de travail arriver avec une personne dans le dos qui a braqué. Le banquier avait un pistolet sur la tempe. Nous, il nous a maîtrisés avec ma collègue avec un autre revolver. On leur a demandé de ne pas nous tuer, qu'on leur donnerait tout ce qu'on avait, surtout de ne pas nous faire mal. Le braquage se déroule rapidement et sans accroc. Les employés sont sous le choc, mais personne n'a été réellement chahuté. Les braqueurs ont tout fait pour se montrer rassurants. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour prendre de l'argent, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis voilà, nous avons pris l'argent, nous sommes repartis, et puis on était bien contents d'avoir réussi ça. Bruno et Yves repartent avec 293 600 francs, une somme conséquente pour l'époque, de quoi tenir plusieurs mois, voire plus. C'était leur premier braquage, et ils ont réussi. Ils ont aussi emporté les chèques que le supermarché s'apprêtait à encaisser et décident de les déchirer en espérant que ça puisse aider des familles dans le besoin, un geste louable qui a contribué à la construction de la légende du gentleman cambrioleur. Cependant, il ne faut pas oublier que si pour Bruno c'est un succès propre, on lit autre chose dans les témoignages d'employés, notamment le fait qu'il garde un traumatisme de son passage à l'acte, cauchemar, insomnie et peur de retourner au travail. Une caissière de 24 ans demande même sa mutation, incapable de rester dans le magasin où elle a vu un homme pointer une arme sur son visage. Les mois passent et l'argent du braquage permet à Bruno d'être plus serein qu'avant. Il en commet même un second avec Yves près de Tarbes sans se faire prendre. Mais le poids qu'il a sur les épaules reste lourd à porter. Le futur père veut faire les choses bien pour sa fille à naître. Il décide alors d'épouser Patricia pour légitimer la naissance de leur enfant parce qu'il souhaite qu'elle ait des parents mariés et une famille unie. C'est ainsi que le 24 février 1979, Bruno commet une grossière erreur. Il se marie sous son vrai nom. Il signe sous Bruno Stulac, pas Bernard Souchon ou un autre pseudonyme, non, il le fait sous sa véritable identité. Il pense peut-être que personne ne fera lien, que les gendarmes ne surveillent pas les registres d'état civil, ou peut-être qu'ils s'en fichent, aveuglés par l'envie d'offrir le meilleur à sa fille. Mais 4 jours plus tard, le 28 février 1979, à 23h30, les forces de l'ordre l'interpellent. Elles ne viennent pas pour les braquages, vu qu'ils ne savent pas encore qu'il est impliqué dedans. Elles sont là pour la désertion. Bruno Stulac, le légionnaire qui a déserté quand il aurait dû participer à l'opération Bonite, est officiellement recherché par l'armée depuis des mois et son mariage vient de le trahir. Les gendarmes l'interpellent, mais au moment de fouiller sa voiture, il découvre quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir dans le coffre, à savoir une valise remplie de billets de banque, des cagoules, des menottes et des armes. En quelques secondes, Bruno passe donc du statut de simple déserteur à celui de braqueur présumé. Il est immédiatement placé en garde à vue. On remonte la valise et on le présente à Stulac. Là, il est composé. Il s'est mis à bégayer parce que il a un bégaiement, il n'arrive plus à placer tout le monde l'un après l'autre. Il met très peu de temps à reconnaître devant l'évidence les calibres et autres. Et c'est lui-même qui nous indique l'endroit. Il nous dit qu'il rentre d'avoir braqué le Mont-Laur, à côté de Montpellier. Après ça, Bruno est incarcéré à la prison d'Albi et sa fille Amélie voit le jour le 23 avril 1979. Patricia se retrouve donc seule avec un nouveau-né et un mari emprisonné. Enfermé dans sa cellule, ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que la prison ne sera qu'une étape dans son parcours, parce que c'est derrière des barreaux qu'il va découvrir son vrai talent, l'art de l'évasion. Un talent qui va définitivement le transformer en légende médiatique.
Après son évasion d'Albi en juin 1980, Bruno entre dans une nouvelle catégorie, celle du fugitif professionnel, capable de se volatiliser entre deux coups sans jamais laisser la moindre trace. Pendant 3 ans, il est un fantôme insaisissable, un homme qui frappe, disparaît, puis réapparaît là où personne ne l'attend, et finalement, il évolue, terminé les supermarchés, place aux bijouteries de luxe, aux enseignes prestigieuses, aux millions de francs en diamants et en or. La méthode de Bruno est rodée et devient sa signature. Il entre dans les établissements à visage découvert, parfois déguisé en tennisman avec une raquette à la main, puis il menotte les employés sans les blesser, embarque les bijoux, prend soin d'emporter le film de la caméra de surveillance et s'enfuit à pied. Mais pour tenir dans cette vie de cavale permanente, il lui faut un réseau solide, des plans sûrs et surtout un allié de confiance. C'est là qu'entre en scène un homme qui va devenir bien plus qu'un complice, Novika Zivokovic, que tout le monde appelle Radisa Steve Jovanovic, ou simplement le Yogo. Né en 1955 en Yougoslavie, Steve débarque en France au début des années 70 avec un parcours déjà atypique. Passionné d'arts martiaux, il devient boxeur professionnel et décroche même le titre de champion de France poids lourd. Mais sa véritable notoriété, Steve la gagne autrement. Il devient le garde du corps de Jean-Paul Belmondo et joue même dans Le Professionnel en 1981, où l'on peut l'apercevoir dans le rôle d'un policier agent secret, au milieu des figurants dans le parc du château de Maintenon. Ironiquement, au moment du tournage, il est déjà recherché par la police et il porte à son poignet une Rolex en or qu'il a volée lors d'un cambriolage. Quand Bruno et Steve se rencontrent au début des années 80, c'est l'alchimie immédiate. Leur amitié devient d'ailleurs si forte que le second finit par adopter le nom de Sulak. Désormais, il sera connu sous le pseudonyme de Steve Sulak et ensemble, ils forment un duo particulièrement habile qui va terroriser les plus grandes bijouteries de France. En janvier 1983, ils réalisent l'un de leurs plus gros coups en braquant la bijouterie Van Gold, rue de Caumartin à Paris, ce qui leur permet de rafler 13 millions de francs. Le contexte rend l'exploit encore plus fou parce qu'à ce moment-là, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl défilent à 2 pas pour célébrer le 20e anniversaire du traité franco-allemand sous la protection d'un imposant service de sécurité. Tout Paris est blindé de policiers et de gardes et pourtant, Bruno et Steve passent entre les mailles du filet comme si de rien n'était. La semaine suivante, ils s'attaquent à la bijouterie Cartier, avenue de Montaigne. Ils ont dévalisé le coffre, plus de vitrines latérales, et on évalue sûrement à plus d'1 milliard de centimes jusqu'à maintenant. Je suis arrivée dans un chantier épouvantable, toute la boutique, enfin la joaillerie Cartier qui était avenue Montaigne, était toute sans dessus-dessous, et surtout il y avait des gens qui étaient dans un état émotionnel terriblement difficile. Après ça, la presse s'emballe toujours plus et le surnomme l'Arsène Lupin des temps modernes ou encore le champion de la cambriole. Bruno est devenu un fugitif hyper médiatisé, alors le commissaire Georges Moréas de l'Office central de la répression du banditisme est à présent chargé de l'arrêter à temps plein. C'est le début d'une traque acharnée, mais aussi d'une relation étrange, presque amicale, entre le policier et le criminel, parce que pendant ses cavales, Bruno se permet quelque chose d'incroyable, il téléphone au commissaire Moréas, régulièrement. Moréas, tu me reconnais? Lors de ses coups de fil, il parle de tout, de cinéma, de femmes, de la vie, et Bruno commande parfois ses propres coups. Il donnera d'ailleurs un rendez-vous à Georges en lui faisant promettre de venir seul, mais il ne s'y présentera pas. Georges, de son côté, développe une forme de respect pour cet homme qu'il défie avec intelligence et panache, sans jamais verser dans la violence gratuite. Il le qualifie même d'aventurier. Mais si poli soit-il, le commissaire n'en oublie pas pour autant le travail qu'on lui a confié. Arrêter Bruno Sulak, un ennemi public numéro 1 que beaucoup admirent en secret, et il faut dire qu'en plus d'être aidé par les médias, il entretient le mythe du gentleman cambrioleur avec un grand soin. Lors d'un braquage de bijouterie, une cliente essaie une bague quand Bruno entre dans l'établissement avec Steve et plutôt que de l'emporter avec le reste du butin, il s'approche de la femme terrorisée, puis il lui enfile délicatement la bague au doigt avec un sourire enjôleur avant de filer. Un autre jour, il croise une SDF sur les marches du métro, lui offre un bouquet de violettes, puis lui remet 10 000 francs en billets de 500. Ces gestes, qu'on pourrait presque croire inventés pour entretenir la légende, sont pourtant bien réels et ils ont été documentés. Bruno joue avec son image, cultive son personnage et les médias en redemandent, presque ravis à chaque nouveau braquage. Et ça tombe bien, parce que son coup le plus marquant, celui qui va rester dans l'histoire du banditisme français, se profile justement à l'horizon. Nous sommes à l'été 1983. Toutes les polices de France sont mobilisées pour l'arrêter et Bruno décide de frapper là où personne ne l'attend. Il s'attaque à une seconde bijouterie Cartier, mais cette fois-ci à Cannes, sur la Croisette, en pleine saison estivale. Il arrive bronzé, détendu, vêtu d'une tenue de tennis impeccable, raquette à la main, lunettes de soleil Cartier sur le nez et sac de sport sur l'épaule. Bruno entre dans la boutique comme un client lambda venu admirer les vitrines, puis il passe à l'acte et repart ensuite calmement avec Steve. Les braqueurs montent dans leur voiture, puis disparaissent dans la circulation cannoise, sous le nez d'une Côte d'Azur pourtant saturée de touristes et de policiers. 40 millions de francs de bijoux, c'est le montant du hold-up de la bijouterie Cartier à Cannes hier. C'est l'un des plus importants vols de bijoux jamais commis en France. Le coup de Cannes fait l'effet d'une bombe médiatique. Même le PDG de Cartier, Alain-Dominique Perrin, sidéré par l'audace des 2 braquages dont viennent d'être victimes ces magasins,
déclare avec une ironie involontaire: dans l'esprit du public, c'est une mémorisation visuelle du nom de quartier comme aucune campagne ne pourrait la créer. Pour écouler les bijoux volés, Bruno a même développé une méthode originale. Il s'arrange directement avec les compagnies d'assurance, souvent la Lloyds, en leur proposant de racheter les bijoux volés pour la moitié de ce qu'elles auraient dû rembourser. Tout le monde y gagne, l'assurance économise de l'argent, Bruno récupère une partie de la valeur sans avoir à passer par des receleurs douteux, et les bijoux retournent parfois à leur propriétaire légitime. C'est presque honnête dans le cadre du grand banditisme. Toutefois, derrière le vernis du gentleman cambrioleur, il y a un homme en cavale permanente, obligé de changer constamment de planque, de modifier son apparence, de rester sur ses gardes 24 heures sur 24. Certaines rumeurs évoquent même une chirurgie esthétique pour tromper plus facilement la police, mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Ce qui est certain, c'est que Bruno maîtrise l'art de la disparition. Il a des réseaux de complices, de nombreuses fausses identités, des logements planqués dans toute la France et une capacité hors pair à se fondre dans la masse, malgré son statut d'homme le plus recherché du pays. Le commissaire Moréas et ses équipes le poursuivent depuis maintenant 2 ans, jour et nuit. Pourtant, Bruno leur échappe, encore et encore. Il semble avoir un sixième sens, une intuition qui lui permet de sentir le piège avant qu'il ne se referme. Mais malgré le côté habile et romancé de la chose, Bruno reste un criminel qui met sa vie en danger et qui reste susceptible d'en faire de même avec celle des autres. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Un jour à Thionville, pour la première et unique fois, l'un de ses braquages tourne mal. La police arrive pendant le casse et Bruno, qui se retrouve acculé, est obligé de prendre un otage et de menacer les policiers avec une grenade dégoupillée. Il parvient à s'échapper, mais l'incident le marque profondément. Quelques jours plus tard, il appelle d'ailleurs le commissaire Moréas pour lui dire: tu as raison, je suis un danger pour la société. Ébranlé par ce qui s'est passé, Bruno décide de se mettre au vert et part au Brésil en espérant peut-être oublier, prendre du recul et respirer. Mais en février 1984, l'appel de l'Europe est trop fort. Résultat, à peine quelques mois après son départ, il commet une erreur qui va lui coûter cher. Il revient en France. Un an s'est écoulé depuis la condamnation de Bruno à 9 ans de prison, 1 an qu'il est enfermé à Fleury-Mérogis, 1 an qu'il rumine. Bruno sait qu'il doit la jouer finement, patiemment et surtout trouver des alliés à l'intérieur même du système, et c'est exactement ce qu'il fait. Pendant des mois, il cultive des relations, échange des mots et observe, analyse. Il sait comment séduire, comment convaincre. Il fait croire aux gens qu'ils peuvent lui faire confiance. Et peu à peu, l'impensable se produit. Il parvient à corrompre Mark Medge, un gardien, et même Thierry Snitter, un sous-directeur stagiaire de la prison. Oui, vous avez bien entendu, un sous-directeur de la prison. L'un des plus hauts responsables de l'établissement, censé garantir sa sécurité et empêcher les évasions, accepte de l'aider à s'évader. On ne sait pas exactement ce que Bruno leur a promis, même si certaines sources parlent de 4 millions de francs. Quoi qu'il en soit, c'était sûrement beaucoup d'argent et le plan se met en place dans le plus grand secret. Le détenu a même tout prévu pour couvrir ses complices au cas où, en cachant dans sa cellule des explosifs destinés à être déclenchés à un horaire donné. Le soir du 17 mars 1985, à 23h15, tout est prêt et Bruno quitte sa cellule. Grâce à la complicité du sous-directeur et du gardien, les portes s'ouvrent une à une, comme par magie. Pas de barreaux à scier cette fois, pas de corde à grimper, juste des clés, des codes et des portes déverrouillées. Bruno traverse les sections une à une, évite les rondes et progresse silencieusement vers le bâtiment administratif situé non loin de la sortie. Encore quelques mètres et il sera dehors. Mais arrivé devant la porte des bureaux, il y a un imprévu parce qu'elle était supposée être ouverte, mais elle ne l'est pas. Elle est même verrouillée. Pendant que Thierry, le sous-directeur, discute avec ses collègues pour détourner leur attention, le détenu monte au deuxième et se réfugie dans une armoire. Muni d'un talkie-walkie, il tente ensuite de contacter son complice pour lui demander d'ouvrir la porte fermée. Mais les personnes qui passent à côté de l'armoire au moment où il parle l'entendent. C'est ainsi que Bruno se fait griller et que la panique s'empare de lui. Son instinct de survie prend le dessus. Il court, cherche une issue, n'importe laquelle. Il aperçoit une fenêtre du deuxième étage qui donne sur le parking. Les gardiens débarquent et il n'a plus aucune autre option. C'est donc sans hésiter qu'il ouvre la fenêtre, enjambe le rebord et se lance dans le vide. Il ne laisse dans les mains des matons que son blouson, qu'ils lui ont retiré en essayant de le retenir, sauf que si son plan était de retomber sur ses pieds, ce n'est malheureusement pour lui pas ce qu'il s'est passé. Bruno atterrit face contre terre, il s'écrase lourdement sur le bitume du parking situé 7 mètres sous la fenêtre. Son corps est brisé par l'impact et s'il est pris en charge d'urgence par les secours, il tombe rapidement dans le coma. Le braqueur a un traumatisme crânien, de multiples fractures et des hémorragies internes. Mais selon sa famille, qui contestera d'ailleurs la version officielle, ces blessures ne correspondent pas à celles qui peuvent être causées par une simple chute. Les proches de Bruno affirment que pendant une semaine entière, ils n'ont pas eu le droit de lui rendre visite à l'hôpital et que quand ils ont finalement pu le voir, c'était à travers une vitre et que son corps était recouvert d'un drap. Quand ils ont enfin vu son visage, il était complètement défiguré, comme s'il avait été frappé à coups de barre de fer, du genre de celle que les gardiens utilisent pour sonder les barreaux pendant leur ronde de nuit. En avril 1985, quelques semaines après l'incident, des détenus de Fleury-Mérogis signent une pétition
dans laquelle ils affirment qu'un chef des gardiens se serait vanté au maître de la prison d'avoir frappé Bruno avec une barre de fer. Leur conclusion est sans équivoque et va dans le sens de celle de la famille. Bruno Stulac a été victime d'une agression, mais la version officielle reste une chute accidentelle lors d'une tentative d'évasion. Point barre. Pendant 11 jours, Bruno lutte entre la vie et la mort, inconscient, branché à des machines. Il meurt dans la nuit du 28 au 29 mars 1985 à l'hôpital, à l'âge de 29 ans. Et la nouvelle fait la une de tous les médias. Le gentleman cambrioleur, l'Arsène Lupin des temps modernes, l'homme qui avait tourné la police en ridicule pendant 7 ans, est mort en tentant de s'évader une dernière fois. Les circonstances de sa mort restent floues, contestées et entourées de mystères. Accident ou meurtre ? Personne ne le saura jamais avec certitude. Le 2 avril 1985, Bruno est inhumé dans le carré pénitentiaire du cimetière parisien de Thiers. Parmi les rares personnes présentes à ses funérailles, un homme se tient à l'écart, discret, presque invisible. Il s'agit d'Albert Spaggiari, le célèbre braqueur du casse de la banque Société Générale de Nice en 1976, venu incognito rendre un dernier hommage à un confrère qu'il admirait. L'histoire de Bruno Stulac fascine encore aujourd'hui parce qu'un ancien légionnaire devenu braqueur, des évasions spectaculaires et des coups audacieux, c'était le scénario parfait. Et c'est exactement ce que les médias des années 80 ont vendu. Le gentleman cambrioleur, l'Arsène Lupin des temps modernes, le Robin des Bois français, sauf que derrière la légende, il y a une réalité bien moins glamour. Bruno n'a jamais tué personne, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a causé aucun tort, parce que quand on vous agite un flingue sous le nez, votre cerveau ne se demande pas avec quel type de balle il est chargé. Le traumatisme est bien réel. Pendant 7 ans, il a mené la belle vie au prix de dizaines de vies bouleversées, de traumatismes qu'aucun butin ne pourra jamais réparer, et d'un système judiciaire ridiculisé. Le braqueur prétendait avoir un code d'honneur, ne pas tuer, ne pas blesser. Par contre, abandonner sa fille de 14 mois pour partir en cavale avec sa maîtresse, ça apparemment c'était acceptable dans son code d'honneur. Les médias l'adoraient parce qu'il faisait vendre, alors ils ont construit un mythe autour de lui en effaçant toutes ces victimes de l'histoire, parce que les victimes s'intéressent moins que le charme